chanteuse ivoirienne Aïcha Koné l'a surnommée Enfant terrible. Assimi Goïta ou Assimi National, le président de la transition au Mali, gagne des cœurs en Afrique. Suscite-t-il déjà des vocations au Burkina Faso? Son style inspire-t-il le capitaine Traoré? Destin croisé des deux militaires au pouvoir à Bamako et Ouagadougou avec nos invités de cette semaine. J'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Sogoyou Kegewe. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Qui vous ont beaucoup réclamé. Ah bon? Sogoyou Kegewe, journaliste, ancien ambassadeur du Togo. C'est un plaisir donc de vous avoir. Merci. C'est un binôme très aimé aussi, autant qu'Assimi Goïta, Louis Magloire Kemeyo. Louis Magloire, bonjour. Bonjour, mais je n'ai aucune intention de coup d'État. Je pense que l'ambassadeur non plus. Donc... Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Vous êtes bien déjà dans votre rôle de journaliste et écrivain. Hein. Merci d'être avec nous donc pour parler d'Assimi Goïta. Traoré est-il dans ses pas? C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais ma première question, le Mali a-t-il contaminé finalement le Burkina Faso hein, dans le style, dans la méthodologie et finalement dans le fait? Est-ce que le Burkina est en train de faire comme le Mali? C'est la première question que je voudrais vous poser, Kegewe Sogoyou. Merci. Vous posez la question de savoir si le Burkina et le Mali a contaminé les autres pays. Le Mali n'a contaminé personne. Le Mali ne fait que cristalliser, concentrer le ressenti général des Africains. Donc dès que les Africains trouvent quelqu'un qui traduit dans les faits leur ressenti depuis des siècles, bon, ils se disent voilà la solution. Donc ce qui fait que le jeune Traoré, qui vient d'arriver au pouvoir, moi, est-ce qu'il fait comme Assimi Goïta ou non? On attend de voir. Parce que s'il arrive là-bas, à peine il est assis, il préfère donner plutôt des gages à certaines puissances extérieures. Mais le problème n'est pas à lui de donner des gages de on travaille avec tel pays ou on ne travaille pas avec tel autre pays. Vous parlez de la rumeur selon laquelle il aurait promis à l'ambassadeur américain qu'il ne ferait pas venir Wagner à entre autres, parce que son premier ministre au moins a eu la lucidité de dire la Russie, nous travaillons avec la Russie depuis des années, c'est un partenaire, on achète même des armes chez les Russes. Bon, et je crois que personne n'en est mort, que le Premier ministre ait la franchise de tenir ses propos. Maintenant, si lui, je disais, s'il est venu, il veut plutôt passer son temps à caresser dans le sens du poil certaines personnes, ça fait son affaire parce que il a été élu par les pieds des Burkinabés. Il a été mis au pouvoir par les pieds, c'est-à-dire que la marche des Burkinabés. Donc, il ne peut pas agir sans tenir compte des marcheurs parce qu'ils ne sont pas allés dans les urnes pour les choisir, c'est par les pieds. Alors, il faut qu'il sache que les pieds là ne sont pas finis et que s'il fait de la tergiversation avec la seule chose qu'il doit trouver, c'est qui va l'aider à en finir avec les terroristes. C'est tout, même si c'est le diable, mais qu'il le prenne. Louis Magloire Kemeyo, le style malien fait-il des émules à Ouagadougou? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une crise aujourd'hui sécuritaire qui est partie de la Libye, parce qu'il ne faut jamais oublier que le foyer de cette crise terroriste, c'est la Libye, avec le bombardement de l'OTAN, appuyé par Nicolas Sarkozy, qui avait initié cela, a créé un déséquilibre au sein du Sahel, qui a d'abord déstabilisé le Mali. Puis le Burkina Faso et les autres pays ont été contaminés. On parle maintenant des pays de la côte qui seraient susceptibles également de voir la menace s'étendre sur leur territoire. Mais je voudrais juste dire que la première chose que le Mali et le Burkina ont en commun, c'est cette menace terroriste. Est-ce que les réponses qui sont données sont les mêmes? Non, je ne crois pas que forcément, parce que cette comparaison n'est pas forcément raison. Ce qui s'est passé au Mali, c'est l'histoire des Maliens. C'est la réaction des Maliens avec leurs outils à eux. Ce que Keïta est en train de faire, Traoré, pardon, est en train de faire au Burkina Faso, c'est son histoire qu'il écrit. Et il essaie d'abord de se mettre dans les pas de Thomas Sankara. Voilà la grosse référence qu'il a aujourd'hui. Après, on peut, dans l'immédiat, faire les parallèles, dire il y a eu un coup d'État, puis un deuxième coup d'État, mais Assimi Goïta a fait les deux coups d'État.
Lui, il en est à son premier coup d'État. Donc, on ne peut pas tracer tous les parallèles et dire qu'on est dans la même chose. Est-ce que du fait que la population burkinabé exige qu'il travaille avec les Russes, une partie de la population exige qu'il travaille avec les Russes, fait qu'il est aujourd'hui assimilable à ce qui se fait chez Assimi Goïta au Mali? Je pense qu'il est trop tôt pour le dire. Pour le moment, il prête épistémologique avec le néocolonialisme, on écoute les mêmes discours aussi bien à Bamako qu'à Ouagadougou. Non, mais le fait est que les militaires ont changé, les hommes ont changé, les mentalités ont changé. Nous sommes aujourd'hui dans une Afrique qui est de moins en moins complexée face au partenariat et qui sent quel est son poids sur à l'échelle diplomatique, sur la scène internationale et qui en joue. Qui essaie d'en tirer les avantages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus obligés, comme par le passé, de nous référer à la cellule africaine de l'Élysée pour savoir si on traite avec un partenaire ou pas. Les Africains ont compris qu'ils peuvent choisir leur partenaire sans avoir à passer par un maître qui leur dira « Oui, mon élève, tu as fait le bon choix, tu n'as pas fait le bon choix. » Et donc, c'est ce que les jeunes militaires font aujourd'hui. On ne peut pas encourager les coups d'État. Cependant, on peut constater que ces jeunes-là, aujourd'hui, ce qu'ils font, et en rupture totale avec ce que nous avions avant. Les coups d'État qui étaient téléguidés par des puissances étrangères et qui faisaient que quand un président est élu et qu'il ne sert pas les intérêts d'une puissance, elle s'arrange pour le renverser et le remplacer, souvent par un proche qui n'était pas très loin. Et je ne veux pas insister sur le coup d'État qui a renversé Thomas Sankara, mais c'était à peu près cela. Donc aujourd'hui, nous avons changé de génération et il faut saluer cela. Le fait que les militaires aujourd'hui comprennent que par moment, il y a des décisions qui ne sont pas toujours très faciles à prendre, mais qu'on doit les prendre dans le sens de l'intérêt national. Si le Mali et le Burkina se rejoignent là-dessus, tant mieux. Mais pour le moment, on n'en est qu'au début, qu'au balbutiement concernant le Burkina. On verra ce que ça donnera dans quelques mois. Mais ce au Mali, le discours est très clair. C'est une rupture, une vraie rupture, dans le langage et dans les faits. Vous vous souvenez encore du discours célèbre du Premier ministre par intérim devant le Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale des Nations Unies, relayé ensuite par le ministre des Affaires étrangères devant le Conseil de sécurité. Mais au Burkina, est-ce que le ton est clair? Est-ce que cette rupture est marquée? On ne peut pas faire du Assimi Goïta sans Assimi Goïta. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas faire du Assimi Goïta sans Assimi Goïta. Et lui, il a précisé, ça dépend de l'histoire de chacun. Maintenant, les Burkinabés, ils ont chassé le vieux Kaboré parce qu'il n'était pas assez tranchant contre les terroristes. Damiba vient, comme je l'ai dit la dernière fois, en 2 temps, 3 mouvements, il est au costume cravate. On a compris que c'était un petit bourgeois déguisé en militaire qui est venu pour tromper la population. Et on a mis un jeune, vraiment jeune. 34 ans. 34 ans. On attend, il faut justement qu'il trace sa voie. Le Premier ministre a parlé. Lui, c'est un sankariste. Moi, j'aimerais dire aux sankaristes burkinabés que Sankara fut un grand homme. Mais la seule chose de Sankara qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est son patriotisme, l'amour de son pays. Sinon, la donne a tellement changé qu'en 2022, tu ne peux pas faire ce que faisait Sankara en 1987. C'est pas possible. Absolument. C'est pas possible. Donc, il faut qu'il sorte de ce rêve-là. On est devant des faits. Sankara n'avait pas affaire à des terroristes. Il n'y en avait pas au Burkina. Une petite guerre d'amusement Burkina-Mali, on se rappelle comment les choses se sont passées. On jetait les bombes par la mer, par la fenêtre de l'avion. C'était ça le bombardement. Ok, oublions tout ça. On est dans une autre phase. Et ce que le Mali fait, au fait, vous parlez de néocolonialisation. Non, il n'y a pas de néocolonialisme parce que c'est la colonisation qui pure et dure qui continue. Si vous prenez comme décolonisation les petites blagues de Gaulle en 1960, mais vous vous trompez. On n'avait jamais décolonisé l'Afrique. L'Afrique doit mener aujourd'hui un vrai combat de décolonisation. Je voulais dire une vraie guerre. Les gens vont penser à la violence, aux armes. Non. Il faut mener un combat de décolonisation. Et il ne s'agit pas seulement de chasser les Français. Il s'agit aussi de chasser ce que ces Français nous ont mis dans la tête. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, quand ils font quelque chose, ils ne voient pas un blanc, ils ne sont pas tranquilles. C'est tout ça qu'il faut sortir de la tête des gens. Si vous ne le faites pas, mais ce n'est pas la peine, on va chasser les Français, on va chasser les Russes, on va chasser... Non, on n'en est pas là. Les Chinois se sont développés, mais en acceptant les autres populations, leur technologie, leur connaissance, nous devons faire la même chose. Si vous chassez les gens, il vous reste quoi? Vous n'avez rien. 60 ans après les indépendances, vous ne pouvez même pas fabriquer un vélo. Donc,
On a besoin de la connaissance des gens. Donc il ne s'agit pas de chasser pour chasser, il faut que nous aussi, on change de comportement. Parce que le problème des Français en Afrique, mais pas, maintenant, il y a plus de Français noirs que de Français blancs. Vos propres frères, c'est des Français. Je ne dis pas ceux qui ont la nationalité, je dis ceux qui pensent comme les Français. Et passent leur temps aujourd'hui à tirer sur les panafricains, à dénigrer, à insulter les panafricains. On peut ne pas aimer les panafricains, mais on n'a pas à les dénigrer. Voilà le vrai problème. Donc, il faut que les Africains, ce n'est pas la chasse à l'homme, non, mais les Africains prennent leur indépendance par le travail, par l'amour de la patrie, par le travail, pas par les discours enflammés. Oui, mais un autre point de ressemblance, hein, c'est l'appel des populations au départ des troupes françaises. On a vu ça au Mali, mais au Burkina aussi, ce week-end, on a marché pour demander le départ des forces françaises. C'est une similitude encore. Oui, c'est une similitude. C'est que, encore une fois, je crois que nous avons changé d'époque. L'ambassadeur le disait avec des mots beaucoup plus forts que les miens, mais on a changé d'époque et malheureusement, les changements de mentalité n'ont pas suivi partout. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que même quand on est en train de faire des choses bien, on a besoin d'une certaine forme de violence ou d'une certaine forme d'approbation pour le faire. Est-ce que nous sommes obligés de travailler avec les Français ou de demander l'approbation des Français pour prendre des décisions sur notre territoire? Est-ce que la France a eu besoin de l'avis du Togo, du Cameroun, du Mali pour lancer le plan Vigipirate quand il y a eu des attaques terroristes aux États-Unis? Et ce plan Vigipirate continue jusqu'aujourd'hui en termes de sécurité. Ils n'ont pas eu besoin de nous demander notre point de vue là-dessus. Est-ce que nous avons besoin, quand nous sommes des pays indépendants, qui nous indépendons depuis 1960 sur le plan théorique, est-ce qu'on a besoin encore d'en faire référence à un partenaire? La seule règle ici qui marche, il y en a peut-être deux. La première, c'est qu'il y a la main qui donne, qui est toujours au-dessus de la main qui reçoit, et qui fait que par moment, les gens se sentent obligés de faire ce que leur disent les bailleurs de fonds, parce que si vous ne le faites pas, vous n'aurez plus les crédits qui vous permettent de financer vos fins de mois, notamment payer les fonctionnaires, et vous n'aurez peut-être pas non plus les investissements des entreprises étrangères françaises qui interviennent sur votre sol. Vous avez cet élément-là qui compte déjà. Et puis vous avez de l'autre côté la mentalité des gens, la décolonisation des esprits qui n'a pas eu lieu, qui devrait faire que on se fasse confiance à nous-mêmes. Quand vous prenez aujourd'hui le commerce intra-africain, il n'atteint même pas 15% des échanges, malgré la mise en circulation de la ZLECAf, qui est aujourd'hui une zone de libre-échange du continent africain. On n'arrive pas à échanger suffisamment entre nous, soit parce que nous ne produisons pas pour nous-mêmes, et donc, par conséquence, nous produisons pour l'étranger et nous n'échangeons plus qu'avec l'étranger, soit parce que nous ne faisons pas confiance à ce qui est fait à côté. C'est-à-dire que le Togolais n'achètera pas un produit ghanéen, le Camerounais n'achètera pas un produit algérien et ainsi de suite. Et donc, quand on est dans cette logique-là, alors que partout ailleurs, les échanges intracontinentaux font au moins 65%, l'Afrique est encore loin du compte. Et donc, quand vous avez cette fragilité-là, cette dépendance vis-à-vis de l'étranger qui fait que même quand vous prenez vos décisions, vous n'avez pas les moyens de votre politique, on arrivera malheureusement à ces espèces de schizophrénie qui font que les gens pensent une chose et en font une autre. Ouais. Oui, moi, je voudrais vous faire réagir sur la manifestation récente au Burkina Faso pour demander le départ des troupes françaises. Est-ce que c'est un suivisme qui ne vaut pas la peine? Mais il n'y a pas de suivisme. Gilles, dis-moi que font les armées françaises en Afrique. Dites-moi. Vous avez colonisé des gens. Vous dites on vous a donné l'indépendance. Ça veut dire que prenez-vous en charge et vous êtes occupé militairement. Est-ce que ce ne sont pas les gouvernements africains qui ont demandé... Mais si tu refuses, on t'envoie des terroristes. Pas des accords de coopération. J'ai dit, Gilles, si tu refuses, on t'envoie des terroristes. Moi, soyons sérieux. Voyons les causes avant d'accuser nos dirigeants. On t'envoie les terroristes. D'abord, si les Français, l'armée française, aidaient d'une manière visible à combattre le terrorisme, mais je ne vois pas pourquoi un Burkinabé ou un Malien demanderait qu'on fasse partie les Français. Ils sont là, ils ne font rien. Plus ils sont là, plus on tue les gens. Depuis qu'ils ont quitté le Mali, ils se plaisent maintenant à recenser combien de morts le Mali n'est pas capable. Non, mais eux, quand on tuait les gens, ils étaient là. Ils n'ont jamais tenu un répertoire. Jamais. Donc, la France est un modèle qui doit nous inspirer. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est les Américains qui ont libéré la France.
avec le débarquement de Normandie, les Américains, les Anglais, les Africains, soit dit en passant, à la prise de Paris, on a chassé les Africains parce qu'on ne voulait pas voir que les Noirs ont travaillé pour libérer la France. On les a remplacés par des Arabes qui se promenaient par là dans le souk. Ok. Maintenant, c'est eux. Quand les Américains ont fini de libérer la France, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils ont mis des bases militaires en France. Et De Gaulle, qui est un homme quand même, ça n'a rien à voir avec les petits minus qui se réclament être ses successeurs aujourd'hui. De Gaulle est un homme. Par sa taille physique même, c'est un homme. Et par sa fermeté, il a dit aux Américains, foutez-moi le camp. Vous nous avez libérés, c'est bien, mais rentrez chez vous. Mais pourquoi la France ne comprend pas qu'aujourd'hui, la France qui a fait ça pour avoir son indépendance et sa souveraineté, ne comprenne pas que les pays auxquels elle dit avoir donné l'indépendance disent, les Français, merci pour l'indépendance donnée gratuitement, mais rentrez chez vous, on va se gérer. C'est vrai Pourquoi que... ils ne comprennent pas ça? C'est Louis vrai. Magloire, que Ouais. font les troupes françaises en Afrique? Il y a beaucoup de bases quand même, hein, au Tchad, au Gabon, Elles sont en train d'être au fermées. Sénégal, Elles sont en train en d'être Côte progressivement. d'Ivoire. Elles sont en train d'être fermées. Mais c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure de savoir pourquoi les foules burkinabés demandent le départ. Non, mais un fait est simple. C'est que si nos armées sont aussi faibles, alors que depuis de nombreuses années, les accords ont été signés pour que leur formation soit faite par la France. C'est-à-dire, nous y envoyons à la fois les officiers, mais ils nous envoient également des officiers ici pour aider à mettre les armées à un niveau qui leur permette de faire face à tous les risques et périls. Pourquoi nos armées ont-elles, au bout d'autant d'années, se sentent-elles aussi démunies face à une attaque comme celle des terroristes, face à toutes les menaces qui se présentent? C'est-à-dire que pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, quand on regarde les armées, on se dit, elles sont bonnes pour faire les coups d'État, pour réprimer les manifestations et maintenir les présidents au pouvoir quand ils font leur beurre grâce à ce président-là. Voilà l'image que nous avons. Et si tout cela est patronné par la France, on peut comprendre le ressentiment de certaines populations qui disent « Vous n'avez rendu service à personne. Vous vous êtes servi, vous avez installé des gens qui vous aident à continuer de vous servir malgré les indépendances de façade. Et donc, si nous ne voulons plus de ces personnes-là, par conséquence, nous ne voudrons plus des Français qui les ont aidés à être là. » Voilà la manière dont la foule réfléchit aujourd'hui, ce qui l'amène à demander le départ des troupes Mais françaises. pire, le gouvernement malien accuse la France d'être de connivence avec les groupes terroristes. Mais pourquoi on ne se saisit pas de ce dossier pour crever l'abcès, pour voir qui dit la vérité et qui a tort? Gilles, il ne faut pas poser des questions qui nous font croire que tu es naïf alors que tu es tout sauf naïf. Et les Maliens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aux Nations Unies, c'est le centre du monde, pour dire, voici ce que nous avons comme preuve, la France n'a qu'à venir, ils ont fui. La dernière fois aux Nations Unies, l'ambassadeur quoi, le machin de France qui faisait la gueule, mais on ne te dit pas de faire la gueule, on te dit, tu devais dire aux Maliens, amener les preuves. Et tu es là, tu fais du dilatoire. Mais pourquoi les autres pays africains ne s'associent pas à cette Mais demande? quels pays africains? Les appendices de la France? Tu vas demander à Ouattara ou à ce petit clown là, Mbalo, il était chez l'autre clown la dernière fois à Kiev, tu vas demander à Mbalo de s'associer à Assimi Goïta? Non! C'est des esclavagistes, c'est les choses, les gérants des Senzala, ça dit que les villages esclaves, c'est eux. Et ils travaillent pour la France. Mbalo, lui, il est tombé fou, amoureux de Macron. Ça dit que j'ai l'impression que s'il se lève le matin, il n'appelle pas Macron, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne dort pas. Quels Africains? Depuis que ça se passe, Gilles, mais la logique voulait que l'Union africaine se réunisse quand même pour parler de tout ça. Tu n'as jamais entendu quelqu'un qui se réunit? Mais les gens, ils sont assis à Addis Abeba avec des avantages faramineux. Parce que c'est l'UE qui paye le budget, mais c'est de la connerie, c'est de la farce. C'est quand même consternant qu'aucun pays africain ne se prononce sur ce dossier, ne dise ce que réclament les Maliens, au moins qu'il y ait confrontation. Comme si on avait peur de... Mais justement, tu as lâché le mot, on a peur. Qui va parler? Si les gens ont pu massacrer, raser la Libye, massacrer Kadhafi, qui était quand même l'homme le mieux armé, le plus riche, dis-moi quel pays peut défier ces gens? Mais aujourd'hui, c'est les populations, les peuples, seuls qui peuvent dire quelque chose. Nos présidents ne peuvent rien. C'est pourquoi les peuples ont agi au Mali, ils agissent au Burkina. Les peuples peuvent agir sans renverser les régimes. Mais ils doivent agir, mettre les régimes sous pression pour que les gens travaillent autrement. On ne peut pas dire qu'on est indépendant et on est comme on est, c'est pas possible, c'est un scandale.
Louis Magloire, pourquoi se tait-on sur la demande malienne? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a peur de la répression. Les mesures de répression peuvent être très brutales pour la plupart des pays. Et je pense que personne dans le contexte... Existent, hein? Oui, elles existent. Il a cité le cas de Kadhafi. On pourrait remonter un peu plus loin, parler du cas de Saddam Hussein. On a plusieurs exemples d'hommes forts qui ont été défaits parce qu'ils n'étaient plus dans les clous de ce qui avait été fixé. Dans votre pays, on parle souvent de Mouniobé. Ah, ça, ce sont les indépendants, les leaders nationalistes qui ont été tués. Ils sont nombreux. Il y a lui, il y a de nombreux autres encore qui ont été tués, malheureusement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'Union africaine soit le paratonnerre de tout cela. Malheureusement, elle n'a pas les moyens de sa politique. Elle est financée par l'Union européenne, par certaines fondations aux États-Unis et par les États-Unis eux-mêmes. Donc, quand tu as ton financement à plus de 70% qui vient de l'extérieur, tu as tes décisions à 70% également qui viennent de l'extérieur, malheureusement, sur l'ensemble des dossiers. Pourquoi la CEDEAO ne demande pas au Mali d'amener le dossier? Demandez à M. Mbalo, pourquoi il ne prend pas cette décision. On serait peut-être... La CEDEAO, c'est qui la CEDEAO? C'est la quatrième province de la France, c'est-à-dire que c'est un dom-tom. C'est-à-dire que toute la CEDEAO, c'est un territoire d'outre-mer de la France. Et les petits gouverneurs que la France a mis là-bas, à la tête d'un pays à un autre, mais si ce n'est pas ça, regarde le Nigeria. Le Nigeria est une vraie puissance. Même le Nigeria, il dit quoi? Rien. Mbalo, je t'ai dit que c'est le chef d'un narco-État. Il a intérêt à s'entendre avec ces gens, sinon un jour il finit dans les menottes comme Antoine Noriega au Panama. Comment on l'appelle, Ouattara. Mais c'est les Français qui sont allés bombarder, déloger Gbagbo pour le mettre. C'est des faits que tout le monde connaît. C'est pas la peine que quand on parle comme ça, les gens vont dire « Ah, tu es contre la France ». Non, Sarkozy l'a reconnu. Sarkozy l'a reconnu. Il dit qu'il a délogé... On n'est pas contre la France. On dit ce que la France fait de mauvais. Oui. Le problème d'ailleurs de la France aujourd'hui en Afrique, ce n'est même pas la France. C'est Macron et les petits néo-nazis dont il s'est entouré. Les Le Drian, les Parly, mais c'est des nazis. Ils n'ont que mépris et haine pour les Africains. C'est Macron et ces nazis qui ont des problèmes en Afrique, ce n'est pas la France. Tu as quoi contre la France? Tu as quoi contre un Français qui vit à Lomé? Rien, il est le bienvenu. Mais Macron et sa bande de néo-nazis qui terrorisent les Africains, c'est eux qui foutent le bordel au Mali, au Burkina et dans tous les autres pays où la France est contestée. Moi, par ailleurs, ce qui me dérange concernant la question, c'est que ce n'est pas que les pays africains ne soient pas solidaires du Mali. Parce que ça peut arriver. Le contexte est tel que je peux comprendre par moment la frilosité de certains pays. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'au niveau du Conseil de sécurité, les membres permanents, il n'y en ait aucun qui se dise, là, il y a une matière à approfondir et qu'on doit aller jusqu'au bout de la démonstration. Si le Mali affabule, on démontrera que le Mali a affabulé. Si la France est dans son bon droit, on saura que la France est dans son bon droit. Mais il y a ce flou artistique qui est entretenu autour de la question et qui n'arrange personne. Il faut crever l'abcès. Pour moi, soit la Russie, soit la Chine, soit la Grande-Bretagne, l'un de ces pays, pourquoi pas les États-Unis d'ailleurs, parce que la France est partie prenante, pourquoi un de ces pays ne dit pas il est important qu'on étudie cette question et donc on l'inscrit à l'ordre du jour, il y a un débat public, comme on le fait lors des assemblées générales. Je pense que cela rendrait service à... Un ancien président se prononcer sur la question, c'est pour dire que cette demande, enfin, l'accusation du Mali est invraisemblable, c'est l'ancien président. Non, mais si elle est invraisemblable, allons au bout de la logique. Oui, l'ancien président mauritanien. Mauritanien. C'est un pays où on pratique encore l'esclavage contre les Noirs. Tu veux qu'ils disent quoi? Il ne peut pas prendre feuille et cause pour les Noirs. Non, c'est-à-dire, la question n'est même pas de savoir si on est noir ou blanc. La question est de savoir... Le racisme joue un rôle à 80% dans ce que tu penses. Oui. Le racisme joue un rôle. La Mauritanie est un État négrier. C'est le seul pays d'Afrique où on voit encore des Noirs. Mais la Mauritanie, à elle seule, ne va pas empêcher qu'une décision soit prise aux Nations Unies. Ceux qui peuvent empêcher... Pourquoi l'autre sans le besoin de démentir? Il en fait quoi? Il vit au Mali? Il fait ce... Non, c'est... La question Touareg, elle a un vaste spectre qui concerne aujourd'hui plusieurs pays. Il n'a qu'à se taire, il ne sait rien. Dans la Mauritanie. Il ne sait rien. Non, ce que je veux dire, c'est que, au-delà de la position des pays africains, qui sont peut-être trop faibles
pour appuyer une telle demande, il faudrait que les vendeurs d'armes, parce que les plus grands vendeurs d'armes sont au Conseil de sécurité des Nations Unies, ce sont les 5 membres permanents. Il faudrait qu'ils s'entendent pour dire, nous devons faire la lumière là-dessus et blanchir nos membres. Il ne faudrait pas qu'on en arrive à une situation où on accuse de façon fantaisiste un pays qui est membre permanent du Conseil de sécurité de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Et donc, on met ça dans le débat, on prend les preuves, on prend les contre-preuves et on voit ce qu'il en est concrètement. Mais tant qu'on n'a pas fait ça, on entretient un flou qui favorise les complotistes, qui fait que les complotistes continueront d'alimenter un discours. Justement, est-ce que la France elle-même, est-ce qu'elle n'a pas intérêt à... Elle a tout intérêt. Elle a tout intérêt. Et c'est pour ça que je dis, je ne comprends pas que les autres membres permanents du Conseil de sécurité ne poussent pas à ce débat-là. Parce que ce serait un débat sain. Quand j'entends le ministre des Affaires étrangères malien le dire avec beaucoup de calme, mais beaucoup de fermeté, je me dis, on ne peut pas être à ce point sûr de soi si on n'a rien dans la besace. Et de l'autre côté, la France qui répond avec beaucoup d'aplomb, mais allons au débat. Allons démontrer tout cela. Écoutez, oui, l'ambassadeur, mais pourquoi le débat ne s'ouvre pas? Le débat ne va pas s'ouvrir. Parce que pour que le débat s'ouvre, il aurait fallu que le Mali ait le soutien de ses frères africains. Or, je répète, qu'à la tête des pays de la CEDEAO, à 80%, c'est des Français à la peau noire. Donc, ils défendent l'intérêt de la France. Mais est-ce qu'on peut lutter contre le terrorisme sans crever ses abcès, sans mettre ce problème? Non, on ne peut pas, parce que la France connaît par cœur ce que le Mali a comme preuve. Elle n'a pas envie que cela sorte. Parce que, si, attends, moi je dis, j'affirme que le Mali a raison. Pourquoi j'affirme comme ça? Parce que je me dis que ça aurait été avec plaisir que la France mettrait à nu le Mali si le Mali mentait. Ça aurait été mais avec jubilation. Macron, tu l'aurais vu en train de s'agiter, les yeux écarquillés comme un épileptique qui veut tomber. Et tu l'aurais entendu. Donc, ce que le Mali dit est vrai. Maintenant, comment le Mali va gérer ça? Puisque tout le monde s'en fout de lui. Sur le plan diplomatique, aux Nations Unies, on ne veut pas parler. À la CEDEAO, les gens font le zèle et le concurrence de fidélité à Macron. À l'Union africaine, c'est vraiment, on gère par le silence. Bon, le Mali n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les colonels, quitte à se faire tuer, ça ne serait pas la première fois, ils aiment assez leur pays, ils doivent accepter verser le sang pour le pays, mais ils doivent commencer maintenant à mettre sur la place publique les accusations, c'est tout. Et les téléspectateurs vont nous rejoindre dans la seconde partie de ce forum pour nous dire ce qu'ils pensent du thème du jour. Traoré est-il dans les pas d'Assimi Goïta au Mali? Le numéro plus 228 96 46 10 31 plus 228 96 46 10 31. Nous attendons vos questions, vos suggestions. Donc écrivez-nous de partout où vous trouvez, puisque New World TV est reçu sur les 5 continents le 20, dans 3 semaines exactement, démarre la Coupe du Monde, dont New World TV a les droits de retransmission, les droits exclusifs pour 19 pays d'Afrique subsaharienne francophone en ce qui concerne les droits payants, diffusés donc par les chaînes New World TV et en free-to-air, les accès libres à 43 pays d'Afrique subsaharienne, cette fois pays anglophones et francophones confondus. J'espère que tout le monde est prêt, que lui, Magloire Atkemayo, est prêt pour cet événement avec New World TV. J'ai mon abonnement, donc tout va bien. Quoi? Êtes-vous prêt pour la Coupe du Monde? Mais nous, on avait ça en tête depuis le lancement le 1er septembre 2021. Oui. Voilà, depuis le lancement, où on était sûr que l'affaire est vraiment dans la poche de New World, mais on en est devenu des fanatiques, si tu veux. Donc, on est prêt. Oui, voilà. Et on espère que nos représentants africains nous feront honneur. Avec honneur. Les matchs et des commentaires avec des consultants de renom. Hein. Oui. Et parfois, on amène du nouveau, avec Wilfried Mbappé, par exemple. Absolument. Et il n'est pas le seul. Très intéressant à découvrir. Oui. De même qu'Emmanuel Adebayor. Adebayor, voilà. C'est incroyable qu'il soit votre consultant, mais vous avez pêché le gros lot, le gros poisson. Et comme il a dit lui-même, désormais, devant ses anciens collègues, les internationaux footballeurs, il parlera à l'aise et naturellement, il en attirera
sur notre chaîne et il en attirera pendant tout le temps que va durer la Coupe du Monde. Sans oublier Basile Boli qui s'est d'ailleurs exprimé récemment sur la question sur TV5 Monde. Je voudrais que vous écoutiez Basile Boli. Oui, alors Coupe du Monde que tu vas commenter pour Ah, l'Afrique, je vais commenter. avec le papa de Mbappé. Oui, entre on autres. va le commenter à New York TV, une chaîne africaine, mais Pour plein vraiment de pays c'est d'Afrique. génial. On va se Ça va régaler. tu vas parler à toute l'Afrique. On va se régaler avec le père de Mbappé que je connais très bien, Christian Jean-Pierre, toute la bande, Adebayor. On va se régaler. On va exploser cette chaîne pour parler technique, anecdotes. Il y aura tout. Ouais. Ouais. Basile Boli. Non, mais je ne peux pas entendre un Marseillais parler et ne pas souligner qu'il y a un joueur du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire Patrick Beaumont, qui sera également de la partie. Oui, Patrick Beaumont, tout à fait. On n'a pas cité tous les consultants, ils sont très nombreux. Ouais, ils sont nombreux et de haut vol. Exactement, nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet. Donc, notre thème, cette fois-ci, pour en finir avec les sujets de ressemblance que j'ai énumérés, c'est comment on va dire, l'élargissement du partenariat stratégique. Le Mali a choisi la Russie. Au Burkina aussi, on a entendu des velléités. Est-ce que ça va se confirmer? Le Mali n'a pas choisi la Russie. Le Mali était terrorisé par des terroristes. Excusez-moi la tautologie. 20% du territoire occupé. Toute la planète OTAN s'est déversée au Mali pour défendre le Mali. Il y a la MINUSMA. Il y a Takuba, il y a quoi encore? Ils sont au Mali. Et on ne voit rien. Non seulement on ne voit rien, les terroristes avancent jusqu'à occuper 80% du territoire. À ce niveau-là, le Mali n'avait d'autre choix que de faire appel à quiconque est prêt à l'aider. Les Russes étaient prêts, ils sont venus. Les Chinois, les Turcs, les Sud-Coréens, mais ils fabriquent des armes. Si quelqu'un d'entre eux avait proposé des armes au Mali, ils n'auraient pas refusé pour dire « Ah, moi, je ne veux que les Russes chez moi ». Vous avez abandonné le Mali aux Russes et aujourd'hui, vous dites non que c'est les Maliens qui sont allés appeler les Russes. Non, mais c'est pire encore, Excellence, parce que je repars de l'exemple du ministre malien des Affaires étrangères. Il dit, pour combattre le terrorisme dans le Sahel, il y a un montant qui a été fixé qui était de 4 milliards d'euros qui devait être collecté pour aider à la lutte contre le terrorisme, à son éradication. Pas à le contenir, à l'éradiquer. On n'a pas trouvé ce montant. 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros. Pour l'Ukraine, qui a été attaquée par la Russie, ce montant a été au moins multiplié par 2, voire plus, pour aider à libérer l'Ukraine. Ça fait quelques mois que ça dure, on n'a pas encore les résultats, mais je voulais juste dire que quand vous faites la proportion entre ce qu'il fallait au Mali pour éradiquer le terrorisme et ce qu'il a fallu en Ukraine et qui ne permet pas encore de libérer le pays définitivement. Et puis mobiliser en un temps record, il faut le souligner. Très rapidement. Et c'est pas fini. C'est-à-dire qu'on n'est qu'au début de la mobilisation financière et technologique. Ça va continuer. Donc, quelque part, il y a un 2 poids 2 mesures, qu'on le veuille ou pas, qui est pratiqué sur le terrain face à ces problèmes-là. Et je rappelle encore une fois que le problème ici, c'est pas qu'on soit noir ou blanc. C'est quand on prend des engagements, on doit les tenir. Et le problème dans le Sahel, c'est que la crise sécuritaire qui a eu lieu a été du fait des pays de l'OTAN. Ce sont eux qui ont fragilisé la Libye, qui ont permis aux Touaregs qui étaient là-bas de renverser Kadhafi, de récupérer le matériel qu'il avait, de récupérer tout le matériel militaire qui avait été projeté, parachuté par l'OTAN, pour ensuite descendre vers le Sahel. Et quand cette descente s'est effectuée, il y a un autre partenariat coupable qui a été noué, c'est celui que la France a noué avec les Touaregs pour libérer les otages français qui étaient dans le Sahel. Parce qu'en réalité, il y a 2 moments qui sont très importants. Le premier, c'est le renversement de Kadhafi, et le deuxième, c'est la libération des otages français qui étaient dans le Sahel. Si la France s'est mise dans une situation, dans une position indéfendable, c'est parce qu'elle défendait ses intérêts, elle essayait de faire libérer ses ressortissants qui étaient dans le Sahel. Mais il faut dire la vérité aux gens. Si vous êtes là pour vos intérêts, dites que vous êtes là pour vos intérêts. Si vous êtes là pour lutter contre le terrorisme avec les Maliens, dites que vous êtes là pour ça. Mais si pendant 10 ans,
alors que vous avez été accueillis comme les libérateurs, comme Dieu sur terre, si au bout de 10 ans, les mêmes populations qui vous ont accueillis avec des vuvuzelas et tout le reste commencent à vous demander de partir, c'est qu'il y a un vrai problème. Et le président Assimi Goïta, qui faisait partie des soldats qui sont montés jusqu'à Kidal et qui n'ont pas pu entrer dans la ville, est là, il n'est pas mort. Il sait ce qui s'est passé. Mais pour une fois, il me semble que oui, Gilles, l'ambassadeur sera d'accord avec... Sur ce point, je ne suis pas d'accord avec lui que ce n'est pas une question de noir ou blanc. Mais en Ukraine, c'est des blancs. Ils l'ont dit eux-mêmes, les médias français l'ont toujours claironné. Ils sont comme nous, les yeux bleus. Mais comment voulez-vous qu'on donne 4 milliards de dollars à des nègres? Ils ne donneront jamais. Si l'OTAN ou les Européens étaient prêts à mettre 4 milliards en Afrique, ils auraient dû mettre ça et il n'y aurait même pas eu de terrorisme en Afrique. Si aujourd'hui les Africains avaient 4 milliards, les pays du Sahel, pour développer leur pays, qu'il n'y ait pas de chômage, qu'il n'y ait pas de ceci, qu'il y ait de bons hôpitaux, qu'il y ait de bonnes écoles, de bonnes universités, il n'y aurait même pas eu de terrorisme. Ils ne vont jamais donner ça. Le G5 Sahel, mais c'est quand Assimi Goïta s'est aperçu que c'est une blague comme toutes les autres blagues qu'on nous sert depuis les soi-disant indépendances. Il a dit ça suffit, je m'en vais. Et c'est l'autre, le tueur de N'Djamena, qu'on a rameuté pour le convaincre de revenir. Regardez comment lui, regardez ses performances, entre griffes, les performances. Donc, ces gens-là, tant que c'est les Noirs qu'on tue, ce n'est pas grave. Il faut que les Noirs prennent conscience de ça. Parce que si nous faisons semblant, oh amis, on est les mêmes, il n'y a pas de problème de race, il n'y a pas d'ethnie. Mais ce qu'on vous fait en Afrique, est-ce qu'on peut faire ça au Vietnam? On peut faire ça en Thaïlande, au Cambodge? On peut faire ça en Arabie Saoudite? Au Yémen? On peut? On ne peut pas. C'est parce que vous êtes Noirs inconscients. Vous n'êtes même pas convaincus de défendre vos propres intérêts qu'il vous arrive tous les malheurs du monde. Quel pays au monde est indépendant et on trouve les armées étrangères qui se promènent là-bas comme à domicile? Parce que vous êtes noirs. Maintenant, est-ce que la France va se laisser faire? La France organise aussi sa riposte. Maintenant qu'elle sait qu'elle est décriée au Mali, au Burkina Faso, on n'a plus parlé même de Centrafrique, et peut-être ailleurs bientôt. Comment la France va-t-elle organiser sa riposte? Peut-être ça a commencé avec Nathalie Yam qui a été de séjour en France, un Nigérien l'a été aussi. Mais est-ce que ça peut aller jusqu'aux tentatives de dégommer ceux qui sont au pouvoir, comme on l'a vu pendant les indépendances? Moi, je crois que ce que la France doit faire, et je ne suis pas en train de donner de leçons à qui que ce soit, c'est peut-être de faire sa propre introspection. Parce que je n'ai pas l'impression que ces mesures qui sont prises font l'honneur de la France. Je n'ai pas l'impression non plus que ces mesures-là empêchent ceux qu'ils sont en train d'essayer de bâillonner de continuer de parler. Attention, vous retournez en France. Hein? Non, mais je m'exprime. Donc, je crois que ce sont de mauvaises décisions. Ce sont de mauvaises réponses à de bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi aujourd'hui la France est-elle dans une position aussi délicate sur le continent africain, dans son ancien précaré, où les gens l'insultent, mais l'insultent encore dans sa langue. Parce que quand on commencera à insulter la France en chinois, en russe, ou même dans nos langues nationales, ce sera autre chose. Là, pour l'instant, nous restons encore français. Comme le disait l'ambassadeur, nous sommes un peu des bounty, pour certains. C'est-à-dire que nous pensons en français, nous pensons français, et nous ne sommes pas anti-français comme certains essayent de le dire. Mais le fait est que la France doit faire sa propre introspection pour savoir où le logiciel, dans ses relations entre l'Afrique et la France, a été piraté, a été virusé. Il y a quelque chose qui n'a pas... se sent victime, la France. Non, mais avant... La preuve, la France pense que ce sont les activistes qui... Non, c'est quel activiste? La France était là, elle est toute puissante. Maintenant, la seule chose qui reste à la France, c'est de ressortir la canonnière comme autant de Béanzin et les autres pour venir nous conquérir. Sinon, qu'elle rassemble les ambassadeurs pour leur dire de se montrer choses réactives sur les réseaux sociaux. Mais ça veut dire que la France n'a même pas des gens capables de s'asseoir, de réfléchir, de savoir au fait, comme il le dit, pourquoi on a des problèmes et comment les résoudre. Et chaque fois qu'un Français, dirigeant français, ouvre la bouche, c'est pour insulter gaillardement les Africains. Ah, c'est les Russes. Donc sans les Russes, les Africains ne réfléchissent pas. Mais cette insulte permanente, oui, les Africains doivent laver leur honneur. Et c'est pourquoi tout le monde dit, les Français dehors. C'est tout. Puisque vous dites que c'est les Russes. Nous, moi, j'ai jamais vu un Russe à Lomé. Je ne sais même pas s'il y a un. J'ai jamais vu un Russe à Lomé. Alors, pourquoi quand je dis quelque chose, quelqu'un va dire c'est les Russes?
Quels Russes? Donc sans les Russes, nous n'avons pas le droit même d'exprimer notre douleur de la façon dont vous nous les malmenez. Russes, ils pensent qu'ils sont quand même eux aussi terribles en propagande. Qui? Les Russes, Ils sont quoi? il paraît qu'ils sont forts aussi en propagande. Qui ne fait pas de C'est les propagande? Russes qui animent LCI. Qui fait pas C'est de les Russes propagande? qui animent France 24, RFI. C'est les Russes qui animent BFM TV. Quelle propagande des Russes? Tu écoutes... Attends, moi, j'aime pas une chaîne ici russe qui fait la propagande. Mais vous savez, vous connaissez très bien qui fait la propagande. Non, mais en plus, parlant de chaînes russes qui font de la propagande, c'est vrai que c'était une décision désastreuse que d'interdire la diffusion de Russia RT Today. France et de Sputnik, Russia Today et Sputnik. Parce que jusqu'aujourd'hui, si on devait rester sur le plan strictement du respect des opinions, pourquoi ces chaînes n'ont pas été interdites ailleurs? Pourquoi en Afrique, bon, malheureusement, la plupart de nos pays dépendent de la France pour ça, mais pourquoi ça n'a pas été interdit en Afrique? Pourquoi ça n'a pas été interdit aux États-Unis? Ces chaînes continuent de diffuser aux États-Unis. L'Europe a interdit et oblige en quelque sorte l'Afrique à suivre son exemple. Continue. Nous, on ne suivra tant que les médias russes ne sont pas libres d'émettre où ils veulent. On sait que eux, ils sont devenus des partisans de la pensée unique et les Africains n'ont pas envie d'aller s'abreuver à la source de la pensée unique avec des médias toxiques. C'est tout. Mais maintenant, ma question, est-ce que ça peut aller plus loin que l'interdiction de séjour en France pour certains activistes, la riposte française? Oh, pour l'interdiction, pardon, pour l'interdiction. Tu as vu Donald Trump? On l'avait interdit de Twitter. Les démocrates au pouvoir, qui sont de vrais terroristes internationaux, parce que chaque fois que les démocrates sont au pouvoir, ils doivent s'offrir un trophée guerrier. On rase la Libye, par exemple, c'est les démocrates. Oui, mais Bush en Irak, c'était pas... Oui, en Irak, il y avait d'autres raisons. Moi, je parle de l'Afrique, là. Je parle de l'Afrique. Donc, si aujourd'hui, la dernière fois, Elon Musk a acheté Twitter, mais le lendemain, première mesure, on a mis dehors les dirigeants de Twitter et l'autre, Donald Trump, était admis sur Twitter. Mais lui, il a dit non, je continue avec mon réseau que j'ai créé moi-même. Ce que gesticule en France aujourd'hui, mais ils partiront, la France va changer. Tu crois que la France va rester sous la botte des illuminés? Non. Qui font le déni des réalités. Aujourd'hui, la France est un pays en lambeaux. On a faim, on a soif, on n'a pas de carburant. Mais eux, ils passent leur temps à dire ah, en Russie, si en Russie, il n'y a rien en Russie. Il n'y a pas de problème en Russie. Des gens qui font le déni de la réalité. Maintenant, ma question, est-ce qu'il est possible qu'on ait encore des opérations Barracuda, comme ce qui s'est passé en Centrafrique, pour déloger ceux qui tentent de s'opposer? Et opération Barracuda ou en Afrique? Oui. Je ne dis pas que c'est impossible, on ne sait jamais. Sinon, je ne crois pas que de telles méthodes vont prospérer encore. Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a d'autres puissances qui regardent de près. Je ne parle pas seulement de la Russie. Donc, la France, j'ai dit, j'ai répété, la France n'a qu'à s'asseoir, faire le bilan de ses actions en Afrique, voir où elle a commis des erreurs, voir comment corriger ses erreurs, et elle vit tranquillement avec nous. Personne n'a envie de chasser la France. Mais on ne peut pas se laisser traire comme des vaches depuis des siècles, et on nous dit qu'on n'a pas le droit de se plaindre parce que si on se plaint, on va dire que c'est les Russes. Les Russes ont fait quoi? Combien de Togolais parlent russe? Combien de Maliens, de Burkinabés parlent russe? À part nos frères qui ont étudié là-bas dans les années 80. Ah, ben, lui aussi, il était là-bas. Donc, c'est vous, ça, c'est vous. Hein. On peut vous accuser de travailler pour la Russie, mais pas moi. Je ne travaille pas pour la Russie, je ne comprends pas russe. Je parle allemand, mais on ne m'accuse pas de travailler pour les Allemands. Est-ce que tu vois? Hein? Je ne suis pas un agent russe non plus. C'est à voir. Vous ne faites que parler russe. Et c'est pas parce qu'on parle français qu'on est agent français. Parce que dans ce cas, on serait agent double au moins. On serait agent russe, agent français et agent... camerounais à la oui, fin. oui. Mais donc, pour terminer cette première partie, comment ces peuples qui ont tenté, en tout cas, une rupture épistémologique avec le néocolonialisme, comment peuvent-ils travailler ensemble pour prospérer, pour faire aboutir ce qu'ils ont commencé? Moi, je crois qu'aujourd'hui, le salut est dans le panafricanisme. Et il ne s'agit pas de faire C'est juste... quoi le panafricanisme? Pardon? C'est quoi le panafricanisme? La mise ensemble de nos forces. Oui, parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation où les gens ont compris qu'il faut s'unir pour gagner. Tant que vous êtes seul, vous êtes fragile et tout le monde peut vous écraser. Et sur le continent africain aujourd'hui, des instances comme la CEDEAO, comme l'UEMOA, comme l'Union africaine, doivent devenir des outils
pour affronter cette mondialisation qui est devenue un outil ultra-libéral d'écrasement des plus faibles. Les grands ensembles sont la seule solution pour moi. Et quand j'entends nos frères qui accusent les panafricanistes d'outrance, ou je sais pas trop, c'est vrai qu'il y en a parmi eux qui font de l'outrance, qui sont dans l'excès, qui parfois sont même dans de la propagande déplacée et dans d'autres choses qu'on ne peut pas encourager. Mais le fait est que pour l'Afrique aujourd'hui, il n'y a que le panafricanisme qui permet de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Sinon, nous serons condamnés à rester les wagons d'une locomotive dont nous ne connaissons ni la puissance ni les conducteurs. Oui. Comment Maliens et Burkinabés peuvent-ils utiliser cette fibre panafricaniste pour ne pas échouer dans ce Première chose, mettre les peuples au travail. C'est tout. Il faut travailler. On doit produire ce que nous mangeons, ce que nous buvons. Nous faisons le commerce avec tous ceux qui sont ouverts envers nous. Et nos pays avancent. Parce que si tu attends quelqu'un, personne ne viendra. Et regarde, je reviens sur la France, même si ce n'est pas ça la question. Regarde la France. Aujourd'hui, la France, c'est quoi? C'est une petite colonie américaine qu'on a confiée à Ursula von der Leyen à Bruxelles et elle donne les ordres à Macron qui marche le doigt sur la couture. Les Allemands ont vu la supercherie, ils ont dit mais ça suffit, merde. Nous, on va nous armer nous-mêmes, 100 milliards de dollars et on va nous-mêmes secourir notre population, 200 milliards de dollars et les Français commencent à gendre. Vous allez gendre pourquoi? Pendant que les Allemands travaillaient dur pour faire des économies, amasser des fortunes, vous étiez là toujours en train de vivre de vos rentes viagères sur le dos de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas vous enrichir. L'Afrique, vous l'avez tellement appauvrie qu'elle ne peut jamais vous enrichir. Travaillez dur comme les Allemands, enrichissez-vous comme les Allemands et vous serez indépendants. L'Allemagne a montré qu'elle est un pays indépendant et elle n'écoute plus les conneries de Bruxelles ni de Paris. Oui, mais plus ces derniers temps, avec ce qui s'est passé en Ukraine, l'Allemagne s'est alignée sur les Américains. Mais l'Allemagne s'aligne sur les Américains, elle a raison. Je préfère, même les Africains, je dirais aux Africains, mes amis, il vaut mieux aller vous aligner sur les Africains, parce que, sur les Américains, parce que ça ne sert à rien d'être colonisé par une colonie américaine qui est la France. La France est une colonie américaine. Pourquoi tu veux être colonie d'une colonie? Moi, je préfère dans ce cas que nos pays s'adressent directement aux Américains, pas forcément aux Russes, parce que quand vous allez chez les Russes, on dit ah, mais moi je préfère que nos pays s'adressent aux Américains et vivent avec eux. Moi je ne peux pas être colonie d'une autre colonie. Mais économiquement, je ne suis pas sûr que ce soit la même histoire. Parce que si l'Allemagne choisit aujourd'hui de travailler directement avec les Américains et de s'aligner sur les positions américaines, c'est que c'est le premier marché d'exportation. C'est-à-dire que en Europe déjà, c'est un gros marché d'exportation, mais en termes de population, il est très faible. La taille du marché n'est pas aussi importante que pour les États-Unis. Et aux États-Unis, ils exportent énormément et ils ne peuvent pas se priver de ces revenus-là. Exporter aux États-Unis, c'est mieux. Que tu vends quoi en France? Ton café, cacao, on te le prend pratiquement gratuit. Tu as vu les Ivoiriens et les Ghanéens se sont rebellés. Ils ne sont pas allés à la réunion sur le cacao la dernière fois en Hollande ou je ne sais dans quel pays. Ils ne sont pas allés. Parce que tout, on vous prend ça cadeau. Maintenant, si nous nous apercevons que les Américains peuvent mieux acheter, on s'adresse aux Américains. Mais déjà au sein de l'OCDE, on a pas de l'OCDE, mais de l'Organisation mondiale du commerce, on a eu de grosses difficultés avec les Américains qu'on n'a jamais réglées. C'est-à-dire que si nous arrivions à faire en sorte qu'on accepte l'accord qui avait été signé de partenariat avec l'Europe, qui devait privilégier les exportations à des prix préférentiels vers l'Europe, et que du côté des États-Unis, on est à peu près à les mêmes choses, peut-être que ça aurait été une soupape déjà. Mais le vrai problème, au-delà de tout cela, c'est qu'aujourd'hui, les produits africains sur le marché, leurs prix ne sont pas fixés par les Africains, ils sont fixés par les acheteurs. C'est une distorsion que je ne peux pas expliquer. Alors, il me reste deux questions qu'on va évoquer, mais là, on est obligé de marquer une pause pour une édition de journal. À la reprise, je vous demanderai si, finalement, avec la guerre en Ukraine, la Russie a encore assez d'énergie pour saisir les bras que lui tendent les Burkinabés et les Maliens. Je vous demanderai également si Assimi Goïta et Ibrahim Traoré sont bien partis pour réussir leur mission en prenant appui sur ce que vous avez appelé panafricanisme. On reparlera de toutes ces questions avec les interrogations des téléspectateurs qui sont très nombreux.